Casablanca, ville de l'Asqalan, ville de Bab Marrakech, ville de la mosquée Hassan II, mais aussi et surtout ville en pleine expansion économique, parfois au détriment de son patrimoine culturel. La ville, initialement baptisée Enfant, a traversé les âges en conservant un nombre important de traces du passé qui est encore délaissé aujourd'hui par la population casablancaise. Mais un nouveau marché, réunissant développement et sauvegarde patrimoniale se développe, celui de la restauration. Entre précis physiques et études historiques, cette économie en plein essor est extrêmement complexe dans un pays où les esprits commencent enfin à s'ouvrir à l'héritage culturel de nos ancêtres. La place Mohamed V ou encore la place des Nations Unies sont des exemples de ce vaste plan de renaissance historique de la ville. Mais l'église du Sacré-Cœur, rénovée en 2016, reste un symbole de cette nouvelle politique culturelle. Elle peut par ailleurs nous amener à nous poser une question. De quel poids veut-on libérer un monument historique en le rénovant ? Aujourd'hui, dans les poids de la culture, zoom sur cette célèbre église, symbole de l'histoire commune entre France et Maroc. Construite entre les années 1930 et les années 50, l'église Sacré-Cœur a été imaginée pour les 40 000 chrétiens habitant la ville de Casablanca par l'architecte Paul Tournon. Ce n'est pas la seule église construite à cette période par la France. En effet, elle s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste. La cathédrale Saint-Pierre, siège du diocèse de la même ville et construite en 1921, en fait par exemple partie. Cette multiplication de la construction d'églises est représentative de la volonté de la France coloniale de mettre à la disposition des chrétiens des lieux de culte. Après avoir abrité une filiale de la faculté de droit dans les années 1970 et un studio télévisé en 1990, la désacralisation de l'église a été prononcée dans les années 2000. La désacralisation, c'est lorsqu'un représentant religieux, dans le cadre d'une cérémonie, décrète qu'une église n'en est plus une aux yeux du clergé et est démise de ses fonctions religieuses. Mais la reconversion du monument ne s'arrête pas là. Un plan de rénovation a été lancé en 2016 pour que l'église devienne, à long terme, un centre culturel. Mais comment planifie-t-on une rénovation ? Pour pouvoir procéder à une rénovation, il faut d'abord se diriger vers un laboratoire d'analyse. Celui qui a été sollicité pour Sacré-Cœur est le laboratoire LMGC, laboratoire des matériaux et génie civil basé à Ouled Saleh, dans la banlieue casablancaise. Bonjour. Quelles ont été les circonstances de la rénovation de Sacré-Cœur, s'il vous plaît ? Pour les besoins de restauration d'un édifice qui commençait à se dégrader. Donc, il a été nécessaire de prendre cette initiative. Les manières de procéder à cette expertise sont extrêmement variées, mais elles suivent tout de même certaines règles. On a fait des essais sur le béton, c'est-à-dire existant, des essais non destructifs et d'autres destructifs, c'est-à-dire on prélevait des carottes c'est-à-dire pour les utiliser au laboratoire pour les faire subir une compression. Une compression, c'est ça. Alors, un des essais les plus communs est celui du chargement du plancher. Il est très simple. Il consiste à prendre une charge de volume et de masse normalisée et de le poser sur le plancher du monument. Ensuite, après quelques secondes, on mesure au dixième de millimètre près la déformation du plancher à l'aide d'un pied à coulisse. On retire ensuite la charge et on mesure de nouveau 1 heure après la déformation du plancher. Un autre essai répandu est celui du rebondissement. Il est extrêmement simple à mettre en œuvre. Il consiste à prendre un scléromètre qui mesure le rebondissement d'un mur et il fonctionne comme ça.
Le résultat donné correspond à une valeur de pression en mégapascal. Il nous permet de déduire si le béton peut toujours supporter les charges ou s'il doit être changé, et ainsi d'avoir une meilleure représentativité de la qualité de l'ensemble du bâtiment. Mais ce n'est pas la seule méthode qui vise à mesurer la résistance à la pression du béton. Un autre test couramment utilisé est celui de l'écrasement. Donc, tout d'abord, on prélève une carotte. C'est un échantillon cylindrique issu du monument qui respecte des normes en termes de dimension. Ensuite, on ramène la carotte dans le laboratoire et on la place dans un compresseur. On active le compresseur qui exerce une certaine pression sur la carotte jusqu'à ce qu'elle se brise. Mais, puisque l'identification des caractéristiques, c'est aussi la détermination des pathologies que présente le monument qui doit être faite. Elles peuvent provenir d'attaques extérieures, comme le vandalisme, voire de la structure elle-même, comme les gonflements ou les fissures dues à la corrosion provoquée par la carbonatation du béton. La carbonatation, c'est la réaction entre le ciment hydraté présent dans le béton armé et le CO2 naturellement présent dans l'air. Lors de la carbonatation du béton, il y a une réaction chimique qui se met en place. Alors cette réaction, c'est celle de l'hydroxyde de calcium, CaOH2, qui s'allie avec du dioxyde de carbone, on va dire CO2, pour ensuite donner du carbonate de calcium, CaCO3, et de l'eau, donc H2O. Alors en haut, il y a un calcium en haut et un calcium en bas, c'est équilibré. Donc 2 oxygènes ici, plus de 4 en haut, 3 plus 1, 4, ça marche. 2 hydrogènes en haut, 2 hydrogènes en bas aussi, un carbone en haut, un carbone en bas. Donc cette équation est bien équilibrée. Cette réaction est problématique dans le sens où elle favorise la corrosion de l'acier présent dans le béton armé, c'est-à-dire qu'elle attaque le béton armé, disons, et que par la suite ça va favoriser l'affaiblissement de la structure du bâtiment. Le test d'identification de la carbonatation est aussi simple. Il consiste uniquement à asperger le béton que l'on veut contrôler de phénylphtaléine. Donc c'est un indicateur de pH. Donc ça signifie que sa formule développée change en fonction du milieu, de l'acidité du milieu dans lequel il se trouve. Et chaque isomère donc, qui est formé par ce changement de formule développée aura ensuite une couleur spécifique, ce qui va ensuite nous permettre de déterminer si le milieu dans lequel se trouve la phénylphtaléine est acide ou non. Une fois le béton aspergé, il suffit d'attendre. Si le béton prend une couleur rose, c'est que son pH est compris entre 9 et 12 et qu'il n'est donc pas carbonaté. Mais s'il reste incolore, comme dans plus de 20% des poutres composant l'église, alors son pH est inférieur à 9. Il est carbonaté. Après avoir terminé le diagnostic du bâtiment, composé de nombreux tests comme ceux qui ont été montrés, on peut enfin commencer à s'intéresser aux transformations qui vont être opérées dans le cadre de la rénovation. Pour ce qui est de Sacré-Cœur, les tests ont montré que l'attention devrait plutôt être portée sur le béton armé. Ce type de béton, qui commence à se développer durant la seconde partie du XIXe siècle, est introduit pour la première fois au Maroc par Auguste Perret au début du XXe siècle, dans le cadre de la construction de plusieurs bâtiments, comme la Banque commerciale du Maroc en 1911. Il est particulier de par l'introduction d'acier à l'intérieur du béton. Le béton armé comporte plusieurs avantages par rapport au béton, comme par exemple celui d'être plus résistant au phénomène de traction. C'est-à-dire que si on exerce deux forces opposées, comme ça, pour une même force, le béton pourra se briser, tandis que le béton armé, non. Mais il comporte aussi plusieurs inconvénients, dans le sens où la présence d'acier dans le béton armé peut favoriser ou rendre possible tout simplement le phénomène de corrosion, donc de rouille qu'on a vu auparavant. Plusieurs traitements ont été effectués dans le cadre de la restauration de l'église. Tout d'abord, la galvanisation. Elle consiste en la mise d'une couche de zinc par-dessus le béton pour le protéger. Ensuite, l'ajout de particules comme les cendres volantes ou la fumée de silice permet de réduire la porosité de celui-ci et donc d'empêcher les contacts entre l'acier et le dioxyde de carbone, entre autres.
D'autres traitements ont aussi été réalisés dans d'autres parties que les bétons, comme par exemple le traitement à la chaux, qui consiste à asperger le sol sur lequel tient l'église de chaux vive pour permettre à celui-ci de se tasser et devenir plus dense et stable. Cet énorme travail d'analyse en amont et de rénovation aura coûté plus de 25 millions de dirhams à la Direction générale des collectivités locales de Casablanca. Mais quels sont réellement les objectifs d'une opération aussi coûteuse et importante ? L'église possède un emplacement stratégique dans le Casablanca d'aujourd'hui. À 2 pas de l'ancienne Médina, elle est desservie par le tramway et est au croisement de plusieurs quartiers importants de la ville, comme celui de Palmier ou encore de Rendi. Cette facilité d'accès donne à ce bâtiment une visibilité importante, amplifiée par son architecture gothique imposante, ce qui en fait presque un symbole de la capitale économique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles cette ancienne église sera reconvertie en musée ou en centre culturel. La wilaya de Casablanca sera donc en situation d'offrir un centre de loisirs et d'activités culturelles, chose qui manque aujourd'hui cruellement dans une ville qui se veut comme étant moderne et dynamique. Cependant, Sacré-Cœur, du fait de son passé riche, de ses origines françaises et de sa signification religieuse, est encore lourd de sens et de rappel de l'époque du protectorat. C'est donc aussi dans ce sens d'affranchissement du passé, d'affirmation du Maroc en tant que pays indépendant que cette opération a été menée, dans la continuité de la désacralisation de l'Église. Mais plus que la revendication d'un pays indépendant, c'est aussi celle d'un État musulman qui est clamé par les autorités marocaines, non seulement avec la reconversion de Sacré-Cœur, mais aussi avec celle de 2 autres églises dans la seule ville de Casablanca. Celle de Roche-Noire, devenue aujourd'hui la mosquée Al-Quds, et celle de Buenaventuras, située à l'ancienne Médina et abritant maintenant un centre culturel. Cette volonté de se détacher du passé alarme plusieurs associations de défense du patrimoine, comme Casa Mémoire, association créée en 2015 et ayant déjà tiré la sonnette d'alarme pour plusieurs autres monuments menaçant de s'écrouler, comme l'hôtel Lincoln, lui aussi construit à la période du protectorat français, mais aujourd'hui en ruine, toujours en recherche d'investisseurs pour le rénover. La ville de Casablanca, en plein essor économique, tente de trouver un compromis entre sauvegarde culturelle et développement. Malheureusement, l'un est souvent valorisé au détriment de l'autre, et c'est tristement la sauvegarde culturelle, nécessitant une quantité importante d'essais physiques et chimiques et un investissement conséquent et pas toujours rentable qui est mise de côté. Mais les balbutiements de la défense du patrimoine commencent à se faire entendre, et c'est ainsi que des associations telles que Casa Mémoire se développent et sensibilisent les populations locales à la richesse culturelle de leur ville, en plus de mettre en garde les autorités lorsque l'héritage de nos ancêtres n'est pas respecté. Non-respect qui, malheureusement, est beaucoup trop présent aujourd'hui. Reste à voir. Dans un monde toujours plus mondialisé et multiculturel, si les générations de demain seront estimées à leur juste valeur, les trésors laissés par leurs prédécesseurs.